Commencer, je me présente. Moi, je m'appelle Estelle Mettens. Je suis chargée des événements chez Climate Change et je serai la modératrice aujourd'hui de cet IMAG. Avant tout, Climate Change est une association internationale qui a été créée en 2015 et qui cherche à fédérer l'ensemble des acteurs non étatiques reconnus par la CNUC. Donc, ce sont les collectivités territoriales, les entreprises et la société civile. Et nos 3 missions principales sont, premièrement, fédérer à travers des événements internationaux comme nos sommets en Afrique et en Europe. Ensuite, c'est d'analyser par des publications de l'Observatoire, de Climate Change et troisièmement, c'est diffuser grâce à notre portail de l'action en ligne où vous pouvez notamment trouver un agenda de l'action, une bibliothèque et une cartographie de l'action. Et au croisement de ces 3 missions et pour poursuivre notre travail multi-acteurs en dehors des sommets, que nous organisons chaque année en Afrique, nous proposons bimensuellement, d'avril à septembre 2024, un espace d'échange sur l'action climat dédié au continent africain et tout cela est en partenariat avec, le média Afrique 21 qui est un média de référence sur le développement durable en Afrique. Chaque IMAG donne ensuite lieu à la publication d'un magazine qui est disponible en format PDF et il est consultable sur notre site web environ une semaine après l'IMAG. Je vous invite à prendre connaissance sur l'écran du calendrier du premier semestre de l'IMAG de l'Action Climat en Afrique 2024. Aujourd'hui, on parlera donc de l'habitat durable en Afrique, dans la continuité de la feuille de route de Yaoundé et de son portage. En juin, nous aborderons la question de la convergence climat-biodiversité en Afrique. Et en septembre, nous organiserons un rendez-vous sur l'accès à l'énergie en Afrique et le financement des énergies renouvelables. Et le reste du programme sera développé en cours d'année. Pour plus d'informations sur notre programme d'IMAG et le concept, nous vous invitons à consulter le lien qui va être mis dans le chat maintenant. Aujourd'hui, l'objectif est vraiment de faire un bilan d'étape de la feuille de route de Yaoundé depuis son adoption à la conférence Climate Change Afrique 2023 à Yaoundé au Cameroun. Cette feuille de route, c'est vraiment le fruit d'un processus collaboratif et il est très largement porté par les acteurs non étatiques africains. Et le but aujourd'hui, c'est d'identifier les prochaines étapes, notamment à 6 mois du 12e Forum urbain mondial qui se déroulera au Caire en novembre, et de proposer des axes de collaboration avec les différents acteurs afin de faciliter la mise en œuvre des recommandations de cette feuille de route. Au sommaire aujourd'hui, nous commencerons par, une présentation de la feuille de route et d'une note d'analyse de l'habitat durable et le changement climatique de notre observatoire de l'action climat en Afrique par, Mélène Assé-Ouassama qui s'occupe de l'Observatoire Afrique, chez Climate Change. Ensuite, Mélène également, présentera une courte revue de presse sur les actualités autour de l'habitat durable en Afrique et à noter que les articles que Mélène présentera, ont été sélectionnés par notre partenaire média Afrique 21 comme je mentionnais plus tôt. Ensuite, nous rentrerons dans une, discussion avec notre, beau panel multi-acteurs qui abordera chacun de sa perspective, d'abord des exemples de comment est-ce que ces recommandations de la feuille de route de Yaoundé ont été implémentées. Et puis ensuite, nous discuterons aussi de la continuité, des aspects nécessaires pour assurer cette continuité et la mise en œuvre des recommandations qui ont été élaborées dans la feuille de route. On commencera avec Brillia Anderson, qui travaille au sein de l'OCDE en tant qu'économiste environnementale pour le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Elle nous donnera des exemples très concrets des mesures qui ont été prises depuis l'adoption de la feuille de route en octobre dernier. Ensuite, nous aurons l'occasion de découvrir des exemples de la mise en œuvre de la feuille de route du Cameroun qui seront présentés par Honorable Patricia Tomaino Ndam Njoyan, qui est la maire de la commune de Fumban, que nous avons la chance d'avoir parmi nous aujourd'hui. Merci beaucoup d'être là. Ensuite, nous aurons monsieur Cyril Moukouko Ndoumbe, qui est architecte. Il est aussi professeur-chercheur à l'ESACA et il est fondateur, de l'agence qui s'appelle Arbio Partners au Cameroun et il nous parlera de son expérience en tant qu'architecte et de ce dont nous avons besoin de plus pour accélérer l'implémentation des recommandations de la feuille de route. Et ensuite, nous terminerons avec une discussion un petit peu plus ouverte avec les 3 intervenants sur les besoins pour assurer la continuité de l'implémentation des recommandations de la feuille de route de Yaoundé. Les 15 dernières minutes de l'IMAG seront dédiées à une séance questions-réponses. D'ici là, n'hésitez pas à poser toutes vos questions dans le chat et aussi à vous présenter.
Encore merci beaucoup à toutes et tous d'être là aujourd'hui et d'avance un grand merci aux interprètes et aux intervenants. Et je donne sans plus tarder la parole à Mélène pour une présentation de la feuille de route et de la note d'analyse de l'Observatoire de l'action climat en Afrique sur l'habitat durable. Mélène, la parole est à toi. Merci Estelle, bonjour à toutes et à tous. Euh, alors, je suis Mélène Assewassa Sama, chargeur de projet Action Climat en Afrique chez Climate Change et je m'occupe également du développement de l'Observatoire Afrique qui a été lancé depuis 2022 et qui produit des notes d'analyse sur l'action climat en Afrique et également des études, des cas d'études sur l'actualité de l'action climat avec des thématiques transverses comme la biodiversité, les transports, la mobilité, donc les énergies renouvelables. Et vous retrouverez l'essentiel de nos analyses et donc des informations sur les activités de l'Observatoire Afrique sur notre site Internet. Pour revenir à la présentation de ce jour, en 2023, l'essentiel de nos activités ont tourné autour d'une thématique principale, celle de l'habitat durable en Afrique. Et le point d'orgue de ces activités-là a été certainement la conférence Climate Change Afrique qui a eu lieu à Yaoundé et qui a permis l'adoption de cette feuille de route dont on parle tant. Mais avant d'en arriver là, il y a un diagnostic qui a été posé par l'Observatoire Afrique sur la question de l'habitat durable et qui a donné lieu à une note d'analyse qui a été publiée sur notre site Internet. Et cette note d'analyse a identifié 5 problématiques principales qui ont un lien avec l'habitat durable et les changements climatiques. Le premier constat, c'est que la planification urbaine reste un gros défi pour les villes africaines qui sont exposées au changement climatique. Et à ce niveau, on note un déficit de logement qui est dû à un défaut de planification, à un retard de planification au niveau des villes africaines. Et en 2018, ce déficit de logement décent avait été estimé à 50 millions d'unités. Et ce déficit a entraîné inévitablement une explosion d'habitats informels et précaires, donc ce qui a créé ou ce qui crée un développement de bidonvilles autour des grandes villes africaines. Et à cela, on ajoute aussi le fait que les changements climatiques qui menacent ou qui touchent 70% des villes africaines viennent aggraver cette situation de précarité au niveau des habitats et au niveau des logements dans les villes africaines. Le deuxième élément, c'est le fait aussi que les villes africaines peinent à mobiliser des financements. À ce niveau, il y a deux axes. Le premier axe, c'est que c'est au niveau des financements qui viennent des États africains. On constate que les pays africains sous-financent les gouvernements locaux dans le sens où, à titre de comparaison, là où les gouvernements, les pays africains financent à hauteur de 14,2% les gouvernements locaux, dans le monde entier, les gouvernements locaux, les collectivités de manière générale sont financés à hauteur de 29%, pardon. Donc, on voit déjà un gros écart au niveau du financement des villes africaines et venant des États. Le deuxième élément à mettre en avant, c'est la fiscalité locale, qui est un gros levier de financement des projets menés par les villes africaines. Et à ce niveau, encore une fois, les villes africaines sont en retard, puisque dans le monde entier, quand on prend l'impôt sur l'habitat, l'impôt sur le foncier et l'immobilier, dans le monde, cela représente à peu près 10% des ressources propres des villes, des villes. Alors que les villes africaines, au niveau des villes africaines, cet impôt ne représente qu'à peine 6%. Donc, on voit encore une fois que cette fiscalité locale-là est sous-exploitée et cela représente un gros problème au niveau du développement des infrastructures, notamment au niveau de développement de logements décents. Un autre élément également, c'est la question des matériaux locaux et des savoir-faire traditionnels qui sont très peu utilisés. On sait qu'on a des architectes et des chercheurs qui travaillent d'arrache-pied pour mettre en avant des matériaux locaux qui répondent, qui sont une alternative à la problématique d'adaptation sur le continent africain. On sait qu'il y a des savoir-faire traditionnels séculaires qui avaient déjà pris en compte ces variations de climat mais qui sont sous-exploités. Et cela, on retrouve cela surtout dans les villes africaines où on a massivement du béton qui lui-même est un facteur d'émission d'émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça aussi, c'est une problématique qui a été identifiée au cours de cette étude-là et vous retrouverez un peu plus les détails dans la note d'analyse. Je pense que le lien a été mis par Noémie.
Et un autre élément qui est aussi un gros enjeu du continent africain, c'est le déficit énergétique qui est très important et qui retarde considérablement le continent africain, son développement. Et au niveau des villes africaines, ce constat est encore plus prégnant dans le sens où il y a un paradoxe. Le continent africain regorge d'un gros potentiel, un large potentiel en termes d'énergie renouvelable au niveau de l'éolien, du solaire et de tant d'autres. Mais paradoxalement, on fait partie enfin, on est le continent où l'accès à l'énergie, l'accès à l'électricité, le taux d'accès est le plus faible. Et donc, ça aussi, c'est une problématique importante à prendre en compte au niveau des villes africaines. Et enfin, la gouvernance foncière, qui, je dirais, est la problématique transversale à celles qui ont été énumérées avant et qui résulte de plusieurs facteurs qui vont du processus de décentralisation pas très abouti dans certaines régions d'Afrique et qui découle aussi d'une gouvernance parfois opaque, parfois minée par des intérêts personnels, qui découle aussi parfois d'une réglementation pas très claire et parfois très mal appliquée. Donc, tous ces éléments-là font que la question de l'habitat durable sur le continent africain euh, reste une problématique importante à prendre en compte. Et cette note d'analyse-là donc a permis a servi de cadre à un comité d'orientation stratégique qui a été mis en place par Climate Change en amont du sommet de la conférence qui a eu lieu à Yaoundé. Et ce comité d'orientation stratégique a réuni près de 300 acteurs de l'action climat de l'écosystème africain qui ont réfléchi pendant des semaines à proposer des solutions, des recommandations à cette problématique-là. Et Briley Anderson reviendra là-dessus parce qu'elle faisait partie de ces acteurs-là qui ont réfléchi à cela. Et la feuille de route a permis également d'alimenter les discussions qu'il y a eu pendant les différents ateliers de la conférence qui a finalement abouti à la feuille de route. Et cette feuille de route-là, elle-même comprend 6 grandes recommandations et qui, dans la logique des problématiques qui s'inscrit dans la logique des problématiques qui ont été identifiées. Donc, parmi les recommandations, on retrouve la nécessité d'inscrire la planification et la gouvernance foncière au cœur des stratégies, la nécessité de développer l'offre de logement quand on sait qu'on a un gros déficit qui s'estime en millions d'unités, la nécessité également d'élaborer une véritable stratégie énergétique et climatique urbaine, comme je l'ai dit, en amont, on fait face aussi à un déficit énergétique très important sur le continent. Et également, un autre élément qu'on retrouve sur cette feuille de route, c'est la nécessité de renforcer et d'adapter les financements. Alors, une fois que, on a parlé de cette feuille de route-là, on peut aussi s'intéresser à la question de sa diffusion, dans le sens où il y a un proverbe africain qui dit que le comité du village a beau adopter des décisions, s'il n'y a personne pour gongonner cela, pour que les habitants du village aient accès à l'information, cela ne sert à rien. Et ce rôle de gongonneur-là, Climate Change l'a assumé, l'a endossé, en portant ce plaidoyer, le plaidoyer de cette feuille de route-là, lors des divers événements internationaux où il y a eu des négociations. L'un de ces événements a été sans doute l'année dernière la COP28 à Dubaï, où nous avons organisé d'une dizaine de side events et également une conférence de presse au cours desquelles la feuille de route a été présentée à toutes les personnes présentes, à toutes les entités présentes. Et il faut également rappeler que cette feuille de route-là, et comme Estelle l'a dit tantôt, a été porté par l'ensemble des grands réseaux de l'action climat de l'écosystème africain et également par une centaine d'acteurs de l'action climat pris individuellement. Et donc, la COP28 a été une sorte de point de départ de la stratégie de diffusion que nous avons mise en place. Et l'autre élément phare qui viendra, ça sera le Forum urbain mondial de 2024 qui aura lieu au Caire en novembre prochain. Et entre ces deux dates-là, il y a des événements intermédiaires auxquels nous avons participé, auxquels nous continuons de participer pour diffuser le contenu de cette feuille de route-là et continuer de porter le plaidoyer que nous avons recueilli au niveau des acteurs locaux de l'action climat en Afrique qui parfois ne sont pas toujours entendus. Et Madame Ndoya reviendra également sur l'un de ces événements-là auxquels elle a participé avec nous en début d'année 2024. Alors, une fois que j'ai dit cela, avant de vous laisser, je tiens à présenter ou à partager avec vous quelques éléments que Noémie a probablement mis dans le chat, une série d'articles sur l'actualité de l'habitat durable en Afrique que nous avons sélectionné pour vous.
et qui sont rédigés par notre partenaire média Afrique 21, qui produit une série d'analyses très intéressantes, des interviews sur l'actualité climatique, mais pas que, sur l'actualité environnementale de manière générale sur le continent africain. Donc, je vous invite également à faire un tour sur leur site Internet pour découvrir tous ces éléments-là. Donc, je parlais notamment d'événements au cours desquels nous avons porté la feuille de route. Il y a ce rendez-vous à Paris qui a eu lieu le 7 mars et qui était en fait le premier forum mondial sur les bâtiments et le climat qui a été organisé par le Programme des Nations Unies pour l'environnement et le gouvernement français. Donc, c'est un forum qui a traité de plusieurs thématiques telles que l'habitat durable et abordable, l'économie circulaire, les matériaux locaux biosourcés. Et cet événement a accueilli des participants du monde entier, dont Madame Patricia Njoya, ici présente, et également le président de Climate Change, Ronald Dantec, qui ont profité pour porter et présenter cette feuille de route-là et participer également à l'élaboration d'une déclaration dite de Chaillot, qui a été signée par près de 110 pays à ce jour. Une autre actualité très importante à partager avec vous, j'ai parlé dans la feuille de route et avant cela dans la note de diagnostic des chercheurs qui présentent ou qui développent des techniques de valorisation des matériaux biosourcés, de valorisation de ressources locales sur le continent africain pour être une alternative à ce qui est déjà fait et qui pollue beaucoup. Donc là, on a un chercheur marocain du nord de Charaï qui a développé ou qui continue de développer des matériaux recyclés qui permettent d'améliorer l'efficacité énergétique et la durabilité des bâtiments. Donc, vous retrouverez toute cette série d'actualités là dans le chat que Noémie a probablement publié. Merci. Merci beaucoup, Mélène, pour la représentation de la note d'analyse et de la feuille de route. Et je pense que c'est essentiel d'être revenu sur ces points-là avant De d'avoir développer tout un projet en art. Puisque avant d'avoir les présentations de nos différents intervenants sur les exemples de ce qui a été mis en place et ce dont nous avons encore besoin pour aller plus loin. Et on voit bien, ben, comme les articles d'Afrique 21 le montrent, c'est que cette thématique de l'habitat durable, elle est de plus en plus abordée dans les médias. J'ai maintenant le plaisir de vous présenter notre panel d'exception du jour et on va commencer par Madame Briley Anderson qui travaille au sein de l'OCDE en tant qu'économiste environnementale pour le Club du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. C'est une plateforme internationale qui est hébergée par l'OCDE et la mission est de promouvoir des politiques régionales qui améliorent le bien-être économique et social des populations du Sahel et de l'Afrique de l'Ouest. Brillet a activement participé à l'élaboration de cette fameuse feuille de route en octobre dernier et elle suit de très près les sujets liés à l'habitat durable en Afrique. Brillet, pourriez-vous nous présenter un peu des exemples très concrets qui reflètent l'implémentation des recommandations de la feuille de route de Yaoundé depuis son adoption? Vous avez notamment travaillé sur des sujets tels que les moyens d'action des gouvernements locaux ou encore de la gouvernance foncière de l'habitat durable en Afrique, qui sont des sujets principaux repris dans la feuille de route. Quels sont ces exemples? Merci beaucoup et merci pour m'inviter. Bonjour à tous. Donc oui, je m'appelle Briley Anderson et je travaille à le Club du Sahel de l'Afrique de l'Ouest. Et aujourd'hui, je vais présenter trois exemples de la mise en œuvre de la feuille de route de Yaoundé. Donc, je vais commencer, je sais pas, voilà. En fait, je vais montrer un exemple encore de projet à Accra, au Ghana qui est un exemple de renforcement du dialogue entre les États et les autorités locales. Donc, à Accra, comme dans beaucoup de villes en Afrique, il y a des problèmes de congestion, de pollution de l'air, des émissions, des accidents de la circulation. En fait, Accra risque de continuer sur une voie qui est moins durable et moins inclusive. Donc, nous travaillons avec GAPTA, c'est le Greater Accra Public Transport Executive, donc vous voyez en vert. Et on travaille avec Alex Johnson, qui est le Head of Transport Planning, qui est dans le photo là.
Et en fait, nous avons procédé en 3 phases pour ce projet. Dans la première phase, nous avons modélisé la réalité de l'accessibilité et en fait, dans la deuxième phase, puis nous avons élaboré des scénarios, d'amélioration et en fait et après, nous organiserons un atelier avec tous les acteurs pour un dialogue. Donc juste pour, t'expliquer un peu, je vais vous montrer un exemple des résultats de notre modèle. Donc, qui montre combien de lieux les gens peuvent attendre autour de ville. Donc, nous avons examiné plusieurs points d'intérêt, en fait, des écoles primaires, des hôpitaux, aussi des marchés. Donc, cela montre l'accès au marché dans un rayon de 30 minutes autour du centre d'Accra par différents modes de transport. Et en fait, même si la plupart des gens marchent ou prennent les trottoirs, et si un transport artisanal, trottoir, nous voyons que les voitures offrent le meilleur accès. Donc, on a commencé avec cette modélisation modèle et après, on a fait les scénarios pour améliorer les transports. Et la troisième phase, c'est en fait, on aura un atelier dans la mois prochaine, en fait. Et on va avoir avec tous les différents acteurs des différents niveaux de gouvernement. Donc, je pense que c'est pourquoi c'est intéressant pour cette IMAG, parce qu'il y a les niveaux locaux. So, on a des districts comme the Accra Metropolitan Assembly, on a l'agence métropolitaine aussi, on a le niveau national aussi, comme le ministère du gouvernement locaux et aussi le ministère des Finances. Et aussi, on va inviter les partenaires du développement. Et en fait, enfin, l'idée qu'on va présenter les résultats et après, tous les acteurs autour de table vont parler et discuter un plan de mobilité urbaine durable, en fait. Et je pense que c'est important parce que aussi, c'est point 6 de la feuille de route du UND, en fait, parce qu'on a invité, la ville d'Accra a invité les acteurs du développement. Ça peut aider pour mobiliser des fonds de climat pour le développement urbain, en fait. Donc, la deuxième exemple que la feuille de route indique que les villes ont besoin de planification qui s'adapte aux réalités locales et aussi qui soutient pour renforcer ses capacités de management du territoire, comme l'on a déjà dit. Donc, nous avons quelques modules qui aident les acteurs pour utiliser les données. Donc, je vais montrer un exemple. Donc, voici un exemple de l'année dernière où on a eu un module avec l'Académie africaine des collectivités locales, où nous avons montré des exemples de comment utiliser les données pour rendre les villes plus résilientes et utiliser les politiques financement foncier comme outil pour ce faire, en fait. Donc, je pense que c'est intéressant et ce que est basé sur l'utilisation de données ouvertes, de logiciels ouverts et des outils. On ne veut pas qu'il y ait quelque chose qui est derrière un mur payant ou un paywall. Donc, on veut que tout est ouvert, en fait. Donc, nous proposerons une version de ce corps au niveau en décembre, en fait. Et nous avons aussi des mini-corps, comme nous avons fait à UND l'année dernière, où on a montré comment utiliser les données ouvertes pour évaluer les impacts pour futures inondations, comme nous l'avons fait déjà. Mais je pense aussi que ça peut aider pour mobiliser le finance parce que si on peut mieux comprendre la réalité, ça aide pour attirer et comprendre le problème. Et la dernière exemple que je vais montrer, c'est si je pense, c'est oui, et c'est le numéro 5, c'est réduire la vulnérabilité des territoires. Donc, nous avons, avec Digital Earth Africa, nous sommes en train de produire du code et en sorte que les villes puissent voir dans quelle mesure les arbres pourraient être une solution fondée sur la nature pour lutter contre la chaleur. Donc, c'est pourquoi j'ai mis The Jupyter Notebook. Donc, pour les gens qui ne connaissaient pas, Digital Earth Africa est basé à Pretoria. Et en fait, c'est une plateforme qui exploite les données satellitaires et ouvertes pour comprendre et réduire des défis socio-économiques et environnementaux en Afrique. Donc, je pense que si vous n'avez pas encore allé dans le site, c'est très intéressant. Donc, en fait, ce qu'on veut, est-ce qu'on veut utiliser le code qu'on a fait, vous voyez une image comme ça.
Et voici une image en fait, Dakar. Et les zones jaunes, c'est où les gens vivant en plus de 300 mètres d'arbres et donc ne pourraient pas bénéficier des cooling effects de l'infrastructure verte, en fait. Donc, cela peut aider pour les villes, pour cibler les interventions. On peut dire, OK, il y a beaucoup de gens là, c'est high density qui a besoin quelque chose pour aider avec la chaleur. Donc, ça peut aider aussi pour attirer des financements. Et l'idée est que ce code soit librement disponible sur notre plateforme et aussi sur Digital Earth et que n'importe quelle ville puisse l'adapter. Par exemple, si elle dispose des meilleures données sur les arbres ou la densité de population, une ville peut remplacer et utiliser notre code et faire une analyse et pour mieux comprendre qui est résiliente, qui a besoin plus d'aide et oui, les trucs comme ça. Donc, je vais m'arrêter là. Donc, merci beaucoup et donc, oui, je vais m'arrêter. Merci. Au revoir. Merci beaucoup, Brilé, et merci beaucoup pour votre travail au sein de ce club. Je pense que c'est super intéressant de voir vraiment les différentes initiatives qui sont mises en place pour essayer d'accéder à une meilleure implémentation, toutes ces recommandations dont vous avez parlé, notamment en termes de la gouvernance foncière, de l'habitat durable. Voilà, et c'est aussi toutes des choses, vous avez montré plutôt la région, et puis il y a aussi en fait toutes ces implémentations des exemples qui sont repris à des niveaux très locaux, comme vous avez montré avec l'exemple de Dakar. Et ça fait très bien le lien pour notre prochaine intervention de la maire de Fumban, qui va nous présenter des exemples plus locaux de ce qui est fait à Fumban et au Cameroun en termes d'habitat durable et des recommandations de la feuille de route. Madame Patricia Tomaino Ndam Joyan, si je le prononce bien, vous êtes la maire de la commune de Fumban, comme on a dit plus tôt. Vous avez joué un rôle et vous jouez encore aujourd'hui un rôle très central pour la feuille de route de Yaoundé. Notamment, comme Mélène l'a dit plus tôt, vous êtes intervenu dans le Forum mondial Bâtiments et Climat qui s'est tenu à Paris en mars dernier. Vous êtes intervenu lors de la table ronde sur les rôles des gouvernements locaux pour décarboner les bâtiments et vous y avez aussi fait le plaidoyer de cette fameuse feuille de route de Yaoundé. Et le lendemain, vous avez même rapporté les résultats de cette table ronde lors de la réunion ministérielle où il y avait plus de 70 ministres de l'habitat du monde entier et vous y étiez la seule actrice non étatique. Donc merci beaucoup pour cela. Fumban, c'est aussi une commune qui fait face à de nombreux problèmes liés à l'habitat, comme plein d'autres communes en Afrique, notamment en termes d'aménagement urbain et autres. Et de votre expérience en tant qu'élu local au Cameroun, quelles actions ont été prises depuis l'adoption de la feuille de route de Yaoundé pour améliorer l'habitat durable sur tous ces sujets repris dans la feuille de route? Voilà, la parole est à vous. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bon après-midi à tous. L'honneur est pour moi de partager notre expérience. Je voudrais commencer par présenter la ville de Fumban, qui est la capitale culturelle du Cameroun, encore appelée Cité des Arts. Elle est située à l'ouest, dans la région de l'ouest du Cameroun. Fumban est partie de capitale de royaume en passant par capitale de région pour aujourd'hui être chef-lieu du département du Noun. Et la superficie de ce département est plus de la moitié de la superficie de l'actuelle région de l'Ouest. Aujourd'hui, nous avons l'adressage en cours à Fumban pour sortir des 33 villages, voies chefferies et entrer dans les 70 quartiers parce qu'avec son document de planification, le POS, Fumban présente aujourd'hui 4 pôles qui sont 4 véritables villes. Et nous sommes plus de 250 000 habitants, donc la démographie est galopante. La croissance, on le voit, approche les 5% et les besoins en services urbains sont là, l'eau,
l'accès à l'électricité, l'assainissement, occupation anarchique des espaces et surtout diminution des terres agraires. Et il y a un problème de préservation de la biodiversité. Et aujourd'hui, on peut dire que les populations de Fombane sont pour la plupart des agriculteurs, des éleveurs, des artisans. Et donc, le secteur secondaire est à promouvoir. Nous sommes en train de tout faire pour entrer dans la phase de transformation et de l'industrialisation. Pour positionner la commune de Fombane sur la feuille de route, pour ce qui est du premier point qui est de renforcer les moyens d'action des gouvernements locaux, nous partons bien évidemment sur le cadre légal. La Constitution du Cameroun affirme que le Cameroun est un État unitaire et décentralisé. Donc, nous avons le Code général des collectivités territoriales décentralisées qui est vital pour renforcer les moyens des collectivités territoriales décentralisées. C'est un cadre légal qui permet aux communes et aux régions d'exercer pleinement des actions au niveau local. Néanmoins, nous faisons face à l'absence des décrets d'application qui sont importants pour clarifier les compétences et les moyens entre la multitude des acteurs locaux impliqués avant la mise en application de cette décentralisation. Et donc, j'ai été députée avant d'être maire. Ce que je fais, c'est que j'anime beaucoup des ateliers par rapport à mon expérience pour informer sur l'esprit du législateur qui était de renforcer les moyens au niveau local. La deuxième action de la feuille de route consiste à inscrire la planification et la gouvernance foncière au cœur des stratégies. Et donc, Fombane, déjà, à travers son document de planification, son POS qui régit l'affectation des sols et les règles, fait déjà mieux par rapport aux défis. Et nous avons aussi certains outils mis à la disposition avec le MINDU. Et je dois dire que le POS est toujours un accompagnement du ministère de l'urbanisme et de l'habitat, donc qui met aussi certaines cartographies, certains moyens d'avoir accès à une cartographie participative. Comme ça, on a une visibilité du territoire et de ses infrastructures, de ses équipements collectifs. Sinon, nous avons aussi, toujours avec le MINDU, signé un contrat de ville. C'est une espèce de programme d'investissement pour 3 ans renouvelable qui permet à la ville d'avoir une augmentation de sa voirie. Nous avons aussi visé sur les lampadaires solaires et l'aménagement des espaces d'appropriation collective comme des carrefours. Et nous avons également, et c'est le plus important, pour avoir accès aux terres, entrepris la demande d'utilité publique au MINCAF, le ministère qui s'occupe du foncier au Cameroun. C'est un véritable parcours de combattant, mais on doit passer par là parce que les terres appartiennent à l'État au Cameroun et les communes doivent demander les terres selon une procédure de demande d'utilité publique. On en a fait, et principalement pour nos projets les plus importants. Et ce que je dois dire, c'est que nous avons créé une agence d'urbanisme à la commune de Fombane, parce que malgré la collaboration avec les ministères centraux, il s'est avéré incontournable pour nous parce qu'il fallait des personnes sur place pour trouver des solutions, pour élaborer des plans. Et c'est d'ailleurs grâce à cette agence d'urbanisme que nous avons pu maturer tous les projets dont je vous ai parlé. On a achevé plusieurs projets importants pour la ville, le lac municipal, le marché de vivres, la gare routière, le projet de lotissement. L'agence a mis un site web pour la visibilité et la transparence de l'accès aux terres.
Et voilà. Donc, le troisième point de la feuille de route consistant à développer l'offre de logement, à Foumban, on a un important projet de lotissement municipal qui aujourd'hui appelle à vraiment une nouvelle ville, Foumban 3, 209 hectares, et pour accueillir 11 850 habitants sur 923 lots. Et nous avons programmé un espace vert d'une superficie de 27%. Et dans cet espace, nous avons déjà obtenu avec le FECOM un financement pour initier des cités municipales. Pour le moment, le financement prévoit 21 logements. Et la commune de Foumban, dans son règlement d'urbanisme, a exigé que les constructions qui sont dans certaines artères principales soient en matériaux locaux, pierres latéritiques, briquettes de terre ou pierres stabilisées. Voilà quelques images que je vais partager avec vous. La gare routière qui est en cours, le marché de Vives, là c'est le marché historique, la place de la République, la maison de la culture. Et voilà pour le quatrième objectif visé par la feuille de route de Yaoundé en ce qui concerne la stratégie énergétique et climatique. La ville de Foumban, en 2021, avec des fonds propres, a pu avoir 110 lampadaires solaires et qui ont été placés sur l'axe principal, ce qui sert beaucoup parce que quand il y a des délestages, au moins l'axe principal est éclairé. Et en 2022, nous avons, avec Comsa, évalué des études de faisabilité pour des projets photovoltaïques à Foumban. Et donc, nous avons cette étude-là de faisabilité qui est disponible. Et en 2023, nous avons signé une convention avec une organisation philanthropique, What Water, pour le financement des bornes fontaines à 50%, 50%. Donc, c'est un peu des exemples que je peux donner comme ça. On avait un espoir avec une ville, mais avec un partenaire pour une centrale hydroélectrique, mais on ne s'est pas entendu sur certains points essentiels. Mais le problème important de la ville de Foumban, c'est la déforestation. Comme vous le voyez sur cette image, le bois de chauffe constitue l'essentiel des besoins de ménage. Et il y a en plus de la déforestation, les problèmes de santé, de respiration des femmes, de fumée, et l'hygiène. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment voir comment est-ce qu'on peut s'en sortir. On a promu les foyers améliorés dans un projet phare. Mais il reste beaucoup à faire pour conscientiser les populations, pour remplacer les bois de chauffe. On a aussi un projet important dans la ville de Foumban qui consiste à améliorer la gestion des déchets. Et on le fait avec un partenaire de Foumban qui est la ville de Juan-Josa. Et le projet est financé par le SICTOM. Et on a eu une année de phase pilote qui a bien marché, consistant avec les associations dans les quartiers à annuler les dépôts d'ordures sauvages. Les ordures ménagères font l'objet maintenant d'une appropriation des associations pour un centre de triage des déchets. Et maintenant, le cinquième point qui consiste à la réduction de la vulnérabilité des territoires. Voilà, Foumban a une topographie faite de pentes dont chaque année on enregistre des glissements de terrain et c'est vraiment important d'avoir cette cartographie. Enfin, pour ce qui est des financements, pour nous, c'est vital parce que en termes de personnel, comme toutes les communes, la fonction publique locale ou la fiscalité locale pour aborder aussi pour ce qui est des questions de financement est embryonnaire. On attend toujours les décrets d'application, mais la commune de Foumban a choisi de créer des établissements publics pour développer une expertise locale. Par exemple, l'agence d'urbanisme, c'est un établissement public à caractère technique
la maison de culture et ses établissements culturels et établissements publics de caractère culturel, valorisation des déchets, eau et énergie, c'est toujours un établissement public à caractère culturel. Donc, on veut multiplier les établissements publics, même dans le domaine des transports. Voilà un peu ce que je peux dire. Et pour la fiscalité locale, on est en train, avec des partenaires, de digitaliser le recouvrement des taxes parce que on a vraiment besoin au niveau local de développer nos recettes et c'est important de le faire par des méthodes qui sont durables. Voilà un peu. Nous espérons aussi pour le cadre des financements saisir l'opportunité des fonds climat pour y arriver. En tout cas, notre objectif, c'est de faire en sorte que les populations prennent conscience de leur action par leur comportement. Et c'est pour ça que nous développons des activités de création des espaces civiques avec des architectures pour que les populations en soient inspirées, qu'ils se sentent bien et qu'ils aient vraiment une conscience de citoyenneté. Merci beaucoup pour Merci. Merci votre beaucoup, madame. Merci beaucoup pour cette présentation et c'est impressionnant tout ce qui est mis en place dans la commune de Founban qui est en lien avec les recommandations de la feuille de route. On voit bien que c'est important d'avoir des lignes directrices telles qu'une feuille de route de Yaoundé pour vraiment mettre les besoins sur la table et vraiment diriger, comme vous dites, les bons investissements, avoir un bon environnement d'investissement pour arriver à atteindre tous ces objectifs. Et c'est génial de voir qu'une commune comme Founban met tout ça, met tout cela en place. Merci beaucoup Brilé et Madame la maire de nous avoir montré des exemples d'implémentation de la feuille de route depuis son adoption. Nous savons tous néanmoins que l'habitat durable en Afrique reste un sujet sur lequel il reste beaucoup à faire et qui représente encore un défi. Et nous avons donc besoin d'accélérer l'avènement d'un habitat durable pour tous et toutes en Afrique. J'aimerais à présent donner la parole à Monsieur Cyril Moukouko Ndoumbé. Comme je vous disais, il est architecte, professeur et il est fondateur de l'agence Arbio Partners. Cyril a aussi été aussi présent à Yaoundé en 2023. Il a participé à l'élaboration de la feuille de route aussi. Cyril, vous travaillez sur une recherche concernant le futur de l'architecture et de l'habitat durable dans un contexte local. Quels sont les résultats de ces recherches, de ce que vous appelez l'architecture post-croissance et comment est-ce que cette approche de l'architecture post-croissance contribue-t-elle à la valorisation des ressources locales et à l'implication des communautés dans le développement durable et inclusif au Cameroun et en Afrique? La parole est à vous. Hello Mylène, merci. Estelle plutôt, merci de me donner la parole. Bonsoir à tout le monde. Je suis content de retrouver cette atmosphère régénérative de Climate Change et je vous remercie. Mais en fait, je tiens aussi à remercier de prime abord Monsieur Jean-Jacques Cottor, directeur de l'ESACA, que j'ai remplacé au pied levé à Yaoundé. Et voilà, donc je me retrouve une deuxième fois devoir partager une vision nouvelle qui émarge un peu en dehors des réalités contemporaines et qui essaye de revenir à des sources beaucoup plus, je dirais, biomimétiques. Donc, ce volet de recherche porte un regard nouveau sur l'architecture post-croissance africaine en y greffant un volet bioéthique, des notions de frugalité et un aspect régénératif. Parce que nous croyons que ces paradigmes alternatifs sont indispensables pour des communs citoyens. Et le partage du volet théorique de notre recherche aborde des espaces communs indispensables à nos yeux quant à l'exploration de solutions identitaires durables en Afrique, pas exclusivement dans le domaine de l'habitat, mais dans le domaine de l'aménagement du territoire et tous les éléments, les confluents qui s'y greffent. Et nous pensons que c'est une transition
indispensable pour l'épanouissement des peuples d'Afrique. Une nécessité en soi-même. Et cette nécessité inéluctable ne se fera que par la mutation au travers de paradigmes bioéthiques irréversibles, culturellement et solidairement enracinés. Et l'architecture, comme discipline interdisciplinaire et plurielle, en sera un des socles marquants sous un spectre de réenchantement générationnel. Et sous le manteau de cette architecture post-croissance bioéthique africaine et une gestion territoriale citoyenne des communs et l'éco-compatibilité entre ces deux grands facteurs, l'émergence d'une ruralité périurbaine à la ville africaine est et deviendra probablement un levier inoxydable d'une défragmentation positive des postulats en adéquation ou inadéquation au sein des territoires classiques. Parce que si nous nous projetons aujourd'hui, nous devons émarger vers des perspectives nouvelles qui ne sont pas forcément éprouvables dans nos villes qui sont complètement défragmentées. Et l'un des éléments élémentaires dans notre recherche sera la valorisation des ressources locales. En termes de ressources locales, la première des ressources est la ressource humaine. Et les secondes sont les ressources géo-biosourcées. Pourquoi géo-biosourcées? Géo en référence au minéral, bio en référence à la faune et au végétal. Et tout ça de manière inclusive, sociétale, résiliente, pour être au cœur du bien-être solidaire, de manière éthique, endurante, pour un humanisme africain qui aura des lendemains meilleurs. Et nous pensons que cette destinée ne pourra être plus propulsée que par un vecteur identitaire puissant, régénérateur et énergisant de notre environnement. L'architecture post-croissance bioéthique africaine est donc de facto indissociable de la gestion citoyenne des communs. Et comment peut-on y arriver? Je crois qu'il faudrait pouvoir vous édifier sur les 5 pans, ou ce que nous avons appelé les 5 matrices sur lesquelles nous nous adossons. La première est l'établissement de paradigmes bioéthiques. La deuxième serait la promotion de l'architecture post-croissance. La troisième serait une gestion territoriale citoyenne des communs. La quatrième, évidemment, la valorisation des ressources locales. Et la cinquième, ce serait l'ancrage, à travers l'ancrage, une régénération de l'identité africaine. Parce que nous pensons que sans identité, sans âme, sans recours à certaines valeurs propres à l'Afrique, nous projeter vers un destin qui correspond à certaines de nos réalités, autres, sans occulter l'aspect, une approche de la modernité, nous ne pourrons que être dans une approche générique, c'est-à-dire faire comme ça se fait ailleurs. Et cette régénération de l'identité africaine, elle est fondamentale. Je ne vais pas être, je vais essayer d'être le plus simple possible parce que il y a une approche très complexe en partageant avec vous le développement de ces 5 matrices. L'établissement de paradigmes bioéthiques est fondamental parce qu'il permet de mettre sur pied un cadre de principes et de valeurs qui respectent la vie et l'environnement. Et ces principes, de facto, incluront le respect de la biodiversité, la préservation des écosystèmes, l'équité dans l'utilisation des ressources et le respect des droits de l'homme et des communautés locales. Et tout ce travail, tout ce cadre devrait être développé en consultation avec toutes les parties prenantes, y compris les communautés locales, les experts en éthique et en biologie et les décideurs politiques. Donc, nous voyons ici que
le métier, l'aménagement du territoire n'est plus qu'une question, n'est pas exclusivement une question d'experts, elle concerne le commun des mortels. Donc, associer chacun à la construction de son environnement. Bien entendu, tous ces paradigmes bioéthiques qui constituent une étape cruciale pour une transition respectueuse de la vie de l'environnement doivent s'adosser sur toute une série de thèmes forts. Il faudra définir ces principes bioéthiques, il faudra créer un cadre bioéthique, il faudra une consultation avec les parties prenantes, comme nous venons de le soulever, et tout ça n'aura de sens que via une mise en œuvre et un suivi à partir de prototypes sur le terrain pour pouvoir améliorer le cadre théorique, le cadre appliqué, le cadre opérationnel. La matrice numéro 2 qui porte sur l'architecture de la promotion de l'architecture post-croissance, qui me concerne en tant qu'architecte, mais de volet recherche s'y greffe aussi. Elle permettrait de créer des scripts. Pardon? Oui, est-ce que vous pouvez conclure, s'il vous plaît, monsieur Cyril? D'accord. Merci. Et tous ces volets-là permettront d'aboutir à une vision opportuniste d'une architecture bioéthique et post-croissance africaine qui mettra en exergue une conception régénérative, ça veut dire qu'on pourra réutiliser des matériaux en reconstruisant à partir de ceux qu'on aura déjà employés, une gouvernance citoyenne des communs, une valorisation des ressources locales, et cette approche est un cadre promoteur pour relever les défis du développement durable et promouvoir le bien-être humain du citoyen en Afrique. J'ai été interrompu sur un développement, donc voilà un peu en synthèse les points clés que nous pouvons retenir sont les principes bioéthiques, une conception régénérative, une gouvernance citoyenne des communs, une valorisation des ressources locales et une régénération de l'identité africaine. Pour un avantage potentiel pour un développement durable amélioré, un bien-être humain, une préservation culturelle et une mise en œuvre qui permettra de renforcer les capacités à travers une gouvernance adaptative et un dialogue interculturel. Je vous remercie. Merci beaucoup, Cyril, pour cette, présentation très intéressante et qui complémente très bien ce qui a été dit avant. Je pense que c'est intéressant aussi d'aborder cette question d'un côté, idéologique aussi, qu'est-ce que ça veut dire de revenir à des principes d'habitat durable? Je pense, ce qui est intéressant, ce que vous avez dit par rapport à la participation, faire en sorte que dans le processus de mise en place de toutes ces mesures, que la participation citoyenne soit centrale. Je pense que ça, c'est essentiel. Et ça introduit bien aussi la petite discussion que j'aimerais qu'on ait, avec les 3 intervenants maintenant. Et avant de passer à la séance questions-réponses avec les participants. Hem, voilà, là, on a vu des exemples, des choses qui sont mises en place, pour un habitat durable en Afrique. Mais, voilà, comme Cyril l'a dit, le chemin doit encore être défini aussi. Et à 6 mois, du Forum urbain mondial qui aura lieu au Caire, j'aimerais vous poser à tous les 3 la question, selon vous, quels sont, par exemple, les partenariats qu'il faut mettre en place pour, rehausser l'ambition de la mise en œuvre des recommandations? Quelles recommandations de la feuille de route doivent avoir davantage d'attention dans les mois à venir? Voilà, qu'est-ce qu'il faut de plus pour essayer d'accélérer encore plus la mise en œuvre de ces recommandations? Brillé, peut-être qu'on peut commencer par vous? Ou peut-être Patricia, je pense qu'elle a voulu dire quelque chose parce que, Oui, tout à fait. oui, je laisse. Ok. S'il vous plaît, madame. Donc, en fait,
tous les points sont essentiels, mais bien sûr, il faut toujours commencer par le cadre juridique, donc, et le périmètre foncier des villes, et c'est très important. Parce que si la loi est claire, les communes peuvent avoir une fiscalité locale importante pour leurs projets, elles peuvent s'organiser, elles peuvent se doter des moyens en personnel et des ressources matérielles. Et donc, c'est pour ça que c'est important les décrets d'application sur la fiscalité locale et sur la fonction publique locale. Et bien sûr, le foncier est très important parce que une autonomie des communes sans foncier pour leur projet, c'est illusoire. Donc, voilà, je peux m'arrêter là. Parce que les deux vont déclencher le reste du processus. Parce que c'est une question d'autonomie et de renforcement des capacités des communes. En fait, j'ai pensé la même chose presque que Madame le maire a dit, parce que je pense si vous avez le financement, ça va aider avec tous les autres points de la feuille de route, en fait. Donc, je pense que ça peut varier dans toutes les villes, si c'est un public-private partnership, si c'est je ne sais pas, les financements bilatéraux, multilatéraux, ça peut changer, mais je pense qu'on a besoin de commencer par ça. Et vous avez demandé euh, pour les prochains mois, je pense que une chose qu'on a vu dans Fubam, qu'en fait, ils ont utilisé beaucoup de données pour aider avec toutes les décisions, avec toutes les choses qu'ils ont fait. Si c'est la biodiversité, si c'est la planification, si c'est les déchets, ils ont commencé avec mieux comprendre la situation. Donc, pour moi, je pense que c'est quelque chose que peut-être on oublie parfois dans toutes les discussions concernant l'accès au financement, que on a besoin de partir sur une base de données pour mieux comprendre la réalité, en fait. Donc, je pense que je suis sur la même page de Madame la maire. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Cyril. Vous voulez ajouter quelque Et chose si à je peux ce... ajouter quelque chose, Oui, dans la convergence de ce qui a été dit, bon, moi je ne suis pas un acteur politique, mais je pars du principe à travers mes travaux que la macération au niveau du terroir est celle qui va permettre d'établir, entre guillemets, par délégation de pouvoir, donc à travers une décentralisation réelle, une gouvernance appropriée de certains secteurs aux régions qui va permettre de faciliter l'intégration et surtout la diversité des solutions, parce qu'il n'y en a pas qu'une. La solution n'est pas pyramidale, elle doit être, c'est l'inverse. Et je crois que la gouvernance locale est primordiale pour plusieurs raisons. Pour des raisons culturelles, pour des raisons d'appropriation par les populations, parce qu'en Afrique, c'est très important, et surtout pour une exploration anthropologique, ethnographique, sourcée. Si on reste dans des schémas de gouvernance classiques qui viennent d'ailleurs, sans tenir compte d'un ensemble de codes locaux qui peuvent permettre de fabriquer des lois ou des règlements plus adaptés au territoire, ce sera difficile, à mon sens, de pouvoir s'en sortir sans une forme de common law. Voilà. Merci beaucoup Cyril, et merci beaucoup à tous les trois pour vos interventions et pour vos réflexions intéressantes aussi sur ce dont on a besoin. Je pense que travailler ensemble, travailler avec les communautés locales, c'est essentiel. Nous porterons aussi les messages de la feuille de route au Forum urbain mondial
qui aura lieu au Caire. On ne s'arrête pas là, c'est vraiment un processus qui continue. Il est impératif de continuer notre plaidoyer pour augmenter et pour accélérer l'implémentation des recommandations de la feuille de route. Donc merci mille fois, à tous les 3 et je voudrais maintenant redonner la parole à Mélène qui va animer notre, séance questions-réponses. N'hésitez pas à poser vos questions, dans le chat, sinon à prendre la parole, à lever la main pour prendre la parole, directement. Voilà, les 3 intervenants sont là pour répondre à toute, question. Merci Estelle. Alors, avant de donner la parole au public et de revenir également sur les questions qui ont été posées dans le chat, on va donner, je pense, si Amira est là, donner la parole pour 2, 3 minutes à Amira qui devait aussi avoir des propos en complément à tout ce qui a été dit et qui travaille également à la mairie de Fumba. Est-ce qu'elle est là? Oui, bonjour à tous. Merci de m'avoir donné la parole. Comme Madame le maire nous a introduit dans la présentation, je suis Amira Sakina qui travaille au niveau de l'agence d'urbanisme que la mairie a mis sur pied par rapport à tous les aspects techniques au montage des projets, à la planification urbaine, à la communication. On est aussi un observatoire où on observe les différents démographies ou sociologiques et aussi on anticipe à travers certaines planifications ou certaines à travers la cartographie et d'autres outils techniques. Et je pense que Madame le maire l'a bien expliqué lors de sa présentation, donc je ne vais pas prendre de parler trop. Merci. D'accord, merci pour cet éclairage-là. Alors, avant de donner la parole au public, il y a déjà une première question dans le chat qu'on avait relevée et qui, je pense, s'adresse à tout le monde. Alors, elle dit, comment les projets d'habitat durable peuvent-ils intégrer les principes d'inclusivité, d'équité et de participation communautaire pour garantir leur succès et leur impact à long terme? Alors, Je peux me permettre, en tant qu'expert de cette approche sur le terrain, en parlant de mon approche, de mon travail personnel. Il est indispensable, comme Madame le maire l'a dit tout à l'heure, et Madame Brieux l'a souligné, de faire un travail de diagnostic, d'essayer de comprendre, d'essayer de faire un travail d'identification et surtout d'avoir un objectif. Quel est l'objectif? C'est un ensemble de qualificatifs sont intéressants, mais que recherche-t-on dans la vie? C'est le bien-être. Et le bien-être, c'est la lumière, c'est une bonne acoustique, c'est un bon confort thermique, c'est un ensemble d'usages de la vie quotidienne qui permettent, qui jouent un rôle majeur pour la santé et surtout qui permettent de savoir qu'est-ce qui est ad hoc, qu'est-ce qui correspond pas exclusivement aux besoins je veux dire, du maître d'ouvrage, mais aux besoins de la communauté. Et tout ce travail ne peut se faire qu'en essayant d'aspirer à un maximum de connaissances de cette communauté. Donc, ça veut dire avoir une approche inclusive, ça veut dire avoir une approche qui implique, parce que pour comprendre l'environnement, il faut comprendre aussi de quoi il est constitué en termes géobiosourcés, c'est-à-dire en termes de matériaux, de matières premières disponibles à valoriser, voilà, en termes d'expertise de l'usage et des pratiques. Donc, c'est un champ qui est très large et en même temps très simple à explorer pour le projet d'un habitat durable. Et ici, il peut être beaucoup plus expansif en fonction de l'étendue de ce projet. Mais ce n'est qu'une démultiplication méthodologique qui va s'adapter contextuellement, culturellement. Si on prend l'exemple du Cameroun, dans la région de Madame le maire, dans l'ouest, on ne peut pas imaginer construire comme dans la région saharienne au nord. Donc, il y a une adaptabilité qui est indispensable. Et cette adaptabilité, la force motrice pour la comprendre, c'est d'abord les acteurs locaux.
Voilà, juste pour apporter un complément Merci. d'information. Merci. Merci pour cet éclairage-là et cette explication sur la méthodologie et également sur le travail en amont qui est fait pour garantir une certaine inclusion. Alors, est-ce que Madame Patricia a quelques éléments ou peut-être des projets ou qui expliquent ou qui montrent qu'il y a eu une certaine inclusivité? Je vais donner juste la parole à notre urbaniste pour qu'elle présente les exemples concrets pour réduire l'exclusion. Voilà, et pour que ce soit par exemple, les logements ou le foncier soit accessible à tous à Foumban. Ok, merci Madame le maire. Donc, en effet, nous avons présenté des projets de cité municipale et une des manières en sorte qu'on a fait que ce soit plus inclusif, c'est qu'on a lancé un concours avec les étudiants de l'Université des Beaux-Arts de Foumban, principalement dans la filière architecturale, et on leur a demandé de design certains bâtiments ou des constructions qui sont adaptés à l'environnement, exactement comme le dernier panéliste, M. Ndoumbe, l'a exprimé. Et à travers ce concours, les bâtiments qui ont gagné après un panéliste, après un juge, on a choisi certains bâtiments et c'est ça. Et c'est ces bâtiments-là qu'on trouve dans la cité municipale, bien qu'elles ont été améliorées. La deuxième façon dont on essaie d'inclure le plus possible les populations et de faire que ce soit équitable, c'est à travers les lotissements. Donc, la commune a certains lots qui sont disponibles pour l'acquisition des citoyens et pour que ça soit le plus transparent que possible, parce que dans les années antérieures, ce n'était pas. Dans le site web de l'agence d'urbanisme, il y a une application où les gens peuvent aller spécifiquement pour voir exactement comment faire pour acquérir un lot. Ils remplissent un formulaire et toutes les étapes avec tous les financements sont disponibles pour que ce soit le plus transparent que possible. Et ensuite, avec ces dossiers qui arrivent à la commune, on a une commission qui est mise en place pour analyser ces dossiers. S'il y a des éléments qui manquent, on les rappelle. Donc, nous, on essaie de faire le plus que possible que chaque étape soit transparente et accessible à tout public. Et aussi, par rapport au genre, nous avions remarqué que le foncier ici était vraiment l'apanage des messieurs. Et donc, pour le peu de l'eau disponible pour le moment, accessible, j'ai quand même dit qu'il y aura 50% qui sera en commission attribuée aux femmes pour que les femmes puissent être propriétaires fonciers aussi dans la ville de Foumban. Voilà un peu ce qu'on peut donner comme illustration de ce qu'on fait. Merci pour cette explication-là. Je vais aussi donner la parole à Brillé pour peut-être apporter quelques éléments. Et je crois aussi que, enfin, en termes d'inclusivité, on a essayé de faire aussi la même chose à travers ce panel-là, puisqu'on a essayé de respecter une certaine parité, même si, voilà. Donc, c'est hyper important, cette dimension-là au sein de Climate Change. Brillé, peut-être rapidement, en quelques minutes, oui. Oui, je pense que les autres panélistes ont déjà touché sur beaucoup de points. Je pense que c'est le diagnostic pour écouter toutes les voix de tous les gens et aussi on a besoin de faire un suivi d'évaluation parce que comme Madame le maire a déjà dit, qu'en fait elle avoue qu'en fait il y a les femmes manquent, il y a une inclusivité. Donc, je pense qu'on a besoin des deux côtés, le diagnostic et aussi la suivi et évaluation. Donc, je pense qu'ils ont déjà touché à tout, avec tout. Merci beaucoup. Merci. Alors, est-ce qu'il y a dans le public une personne qui voudrait prendre rapidement la parole pour 1 ou 2 minutes? Je vois un commentaire de Monsieur Balembolo Tonda. Est-ce que vous voulez prendre la parole pour vous exprimer directement? Ou sinon, si est-ce qu'il y a d'autres questions? Je pense que non. Alors, Estelle, je te redonne la... Ah oui. Monsieur Ahmed Boudouda, c'est ça? À lever la main. Oui, allez-y, s'il vous plaît. Bonjour à tous, je suis Amel Ahmed Boudouda, je travaille à l'ambassade de France à Yaoundé. D'abord, je voudrais encore une fois remercier Climate Change pour avoir tenu son sommet à l'Institut français
l'année dernière. Donc, c'était un réel plaisir de tous vous accueillir et de vous rencontrer. Ma question est destinée donc à Madame la maire de Fumban. Est-ce que vous avez des exemples de projets qui ont débuté ou qui vont débuter en cette année 2024 et qui sont dans la lignée de la feuille de route, s'il vous plaît? Je vous remercie. Oui, bien sûr qu'on a une banque de données de projets qui est trop plein. Et donc, par exemple, le marché historique est un projet que nous avons vraiment sous la main et qui consiste à faire en sorte que l'actuel espace occupé par le marché A, et donc on vous l'a présenté, a fait l'objet d'études, et des études sont encore en cours par l'agence d'urbanisme par rapport à tout ce qu'il y a. On peut le projet, on vous l'a présenté tout à l'heure en image, mais ce serait intéressant parce que c'est en même temps un espace historique. Depuis 600 ans que la ville de Fumban est créée, c'est en plein centre. Et au cœur, c'est un projet cœur de ville, comme on dit souvent, qui fait le brassage de plusieurs populations, puisque vous savez que les marchés sont importants. Donc, on aimerait qu'on sorte de l'engorgement des marchés et des incendies que nous connaissons chaque année dans les marchés, parce que les installations électriques et les délestages font beaucoup de gaffes. Donc, on imagine photovoltaïque parce qu'on a prévu cela. Et puis, ça prend la forme de l'architecture qui était avant, parce qu'on a toujours fait attention à ce que le contexte soit respecté dans l'histoire de lieu. C'est un marché historique et en face, il y aura un marché moderne. On a préservé ce marché historique-là comme un projet. Ça, c'est entre autres. Mais sinon, on a le projet de lotissement de Fumban 3, qui est un grand projet vraiment qui est terminé, maturé, avec la possibilité de 11 000 lotis. Et on a commencé avec la cité municipale. C'est un espace qui a déjà un projet en phase 1 d'un espace structurant que le maire qui m'a précédé avait déjà mis sur pied. C'est une espèce de convention center de Fumban dont on continue dans le même cadre pour qu'il y ait une nouvelle ville, comme je vous ai parlé. Et notre agence d'urbanisme avec les partenaires de Fumban ont mis sur pied ce vaste projet avec le respect du règlement d'urbanisme. Les routes sont tracées, on a vraiment tout prévu, les écoles, les centres de santé, et donc des personnes peuvent acquérir des lots, et on a respecté l'architecture des cours à Fumban, parce qu'à Fumban, l'architecture locale voulait qu'il y ait toujours des grandes cours, on appelle yéyens, dont les lots que nous avons prévus là-bas ont au milieu un espace qui peut être d'appropriation collective. Et il y a plusieurs types. Si vous voulez, l'urbanisme peut parler parce que c'est elle qui maîtrise ce projet. Si tu peux parler du lotissement de Fumban 3 par rapport à la feuille de route de Yaoundé. D'accord, donc peut-être rapidement, en 30 secondes, 1 minute, parce qu'on est presque à la fin. Merci. D'accord, merci. Donc, exactement comme Madame le maire le disait, le projet du lotissement sert à désengorger le centre-ville et la ville historique. Et donc, on a essayé de prendre certains éléments comme des cours traditionnels qu'on rencontre dans les villes historiques pour le mettre dans les lots ou dans les îlots, les blocs. Et aussi, au lieu d'appeler un bloc ou un îlot, avoir des termes de la langue locale, le bamoun. Par exemple, les blocs s'appellent des njus et les espaces verts s'appellent des yéyens. Donc, on a essayé vraiment d'utiliser ces deux termes-là et avoir des espaces verts comme 27% de la superficie est dédié à une ceinture verte pour protéger les marécages. Voilà.
Merci. Je vous Alors, remercie Estelle, pour ces explications. Ah, voilà. Estelle? Oui, merci beaucoup. On arrive à la fin de cet IMAG. Merci beaucoup à tous et à toutes pour... repartage mon écran. Hop. Voilà, merci beaucoup à tout le monde, aux intervenants, aux questions qui ont été posées, aussi à notre interprète pour cette discussion très intéressante et participative. Si vous avez des questions ou vous souhaitez poursuivre les échanges, n'hésitez pas à contacter Mélène ou moi et on pourra faire le lien. Euh, et nous vous attendons aussi nombreux et nombreuses pour nos prochains rendez-vous en ligne. Le prochain, ce sera du coup sur la série Adaptation Europe qui se tiendra le jeudi 30 mai pour un IMAG sur la justice sociale dans les politiques d'adaptation. Et celui d'après, qui est dans la série Action climat en Afrique, ce sera le 27 juin sur la convergence climat-biodiversité en Afrique. Vous pouvez scanner les petits QR codes qui sont à l'écran pour vous inscrire et vous pouvez aussi, les liens seront mis dans le chat si vous préférez cliquer sur le lien directement. Voilà, merci beaucoup à tout le monde d'avoir été présent aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié le moment d'échange et on se revoit très bientôt. Merci beaucoup à tout le monde. Merci. Merci à vous. Merci à vous. Merci beaucoup. Merci Au revoir. beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup, au revoir. Au revoir.